éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme positif. Bonjour et bienvenue sur Expérientiel. Je suis François Huette, passionné par un tourisme guidé par le sens. Les différentes crises écologiques, spirituelles et économiques nous poussent à sortir de nos schémas traditionnels. Elles nous invitent à questionner l'impact de nos activités sur la santé de la planète et de l'humanité. Ce podcast est la rencontre avec des acteurs engagés. À travers leurs histoires, nous allons découvrir des femmes et des hommes visionnaires. Ce sont des passeurs d'expérience et de savoir qui sèment des graines de réflexion et d'action pour co-construire un tourisme positif, porteur de sens, inclusif et non culpabilisant. Pour ne rien manquer à notre actualité, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à nous soutenir en mettant de belles étoiles et en partageant autour de vous. Alors les rendez-vous du CRT, l'objectif c'est de traiter des problématiques qui sont au cœur des préoccupations des professionnels. C'est une opération, alors on est dans une société où on aime bien innover, changer les choses régulièrement et curieusement cette opération c'est une opération qui existe depuis 13 ans. Et qu'on a fait évoluer bien sûr, mais c'est des formats demi-journée parce qu'on sait que les professionnels sont très pris. Et on essaye d'aborder des questions qui sont assez importantes et surtout des questions sur lesquelles nous, CRT, on agit. Parce que l'idée c'est de dire, on aborde ces thématiques parce qu'on a aussi des choses à dire. On fait des choses intéressantes dans le sujet. On fait un rendez-vous là dernièrement pour les professionnels, pour les aider à réussir leur recrutement parce qu'on sait qu'il y a une grosse problématique sur les difficultés de recrutement des professionnels du tourisme. Là, au mois de septembre, on va faire des nouveaux rendez-vous du CRT sur le thème « Quoi de neuf chez Google pour les acteurs du tourisme ?» parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez Google en permanence et qui impactent directement le secteur. Mais on essaye dans la mesure du possible d'être présent sur les territoires. Donc un même thème peut être abordé parfois 3 fois. Là, en l'occurrence, la gestion des flux, hier on était à Gap. Aujourd'hui on est à Aix. Demain on sera à Villeneuve-Loubet. Parce qu'on veut être au plus près, on veut rencontrer les acteurs terrain. Nous, en tant que CRT, on est positionné à Marseille et on a besoin de sentir les choses sur le terrain. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer confortablement dans un lieu calme, pourquoi pas au contact de la nature, pour prendre le temps de découvrir des acteurs du tourisme positif. Bonne écoute. Bonjour Julien, merci de m'avoir invité à ces rencontres professionnelles du CRT. Aujourd'hui, le thème, c'est les flux touristiques, la gestion des flux touristiques. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Quelle est la situation dans notre région, justement ? Alors déjà, on aborde ce thème, c'est un thème qui est très tendance, on le voit beaucoup aujourd'hui dans les médias. Alors c'est pas parce que c'est un thème tendance qu'on va l'aborder, c'est parce qu'on a des vraies problématiques de gestion des flux. Alors, beaucoup disent oui, on est une région qui est surfréquentée, c'est absolument faux. On ne peut pas dire au niveau d'une région qu'elle est surfréquentée en fait. On peut avoir des pics de fréquentation qui sont localisés dans l'espace et dans le temps, donc à certaines périodes. Mais en aucun cas, il y a une surfréquentation régionale. Je donne un exemple. Aujourd'hui, on a des territoires qui, à certaines périodes de l'année, alors je vais prendre peut-être l'exemple le plus emblématique, peut-être le plus médiatisé, celui des Calanques. Ouais. Il y a des vrais problèmes de pics de fréquentation à grosses périodes de l'année. Bon, déjà, on entend souvent parler, on entend souvent dire que c'est le fait des touristes. Déjà beaucoup, c'est plutôt lié au bassin de proximité. Parce qu'on c'est ce que disait Anne tout à l'heure. Exactement. On est sur le plus grand parc national périurbain d'Europe. Donc forcément, tu as un bassin de population qui est assez important. Et forcément, derrière, tu as des problématiques importantes de gestion, de régulation des visiteurs. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles il faut agir. Et justement, quels sont les leviers d'action qu'on peut avoir ? Même avant de parler d'action, c'est qu'est-ce qu'on a finalement comme outil pour pouvoir mesurer ces flux de visiteurs ? Parce que c'est là le point le plus important. Et en gros, est-ce qu'on est capable d'analyser qui vient finalement sur nos territoires ? Où ils vont exactement ? D'où ils viennent ? Parce que plus on sera précis et plus on aura des possibilités en fait de finalement de toucher, de capter la bonne personne. Ce qui est marrant, c'est de regarder dans le rétroviseur et voir comment mesurer les flux. Il y a quelques années, on en parlait, on avait des méthodes, notamment sur la gestion, enfin la mesure des flux touristiques. On avait une méthode qui s'appelait la méthode des flux François Marchand, qui est une méthode qui existe toujours, mais qui, à partir de méthodes de redressement, à partir de comptages qui sont faits sur des dispositifs routiers, maritimes, aériens, nous permettait d'avoir des données
de fréquentation sur le territoire régional qu'on redressait, et ça prenait du temps pour redresser ces données-là. En gros, pour avoir les données de l'année précédente, on les avait généralement en avril-mai, moi quand j'ai commencé à travailler il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce qui change tout, effectivement, comme tu le disais, c'est la data. C'est la data qu'on peut récupérer en particulier sur les téléphones, mais aussi sur les ordinateurs, qui aujourd'hui peut être exploité de différentes façons. Je pense notamment aux données d'Orange, l'opérateur mobile, qui nous permet de récupérer des données des utilisateurs de smartphones, français et étrangers notamment. Il y a aussi le travail qui peut être fait sur d'autres outils. Je pense notamment par exemple à MyTraffic. MyTraffic est une société qui propose de récupérer les données de géolocalisation, pardon. C'est des termes techniques, ça. Ouais, c'est ça. Hein, et du coup de géoloc directement avec des partenariats via une centaine d'applications, des applications majeures. Et à partir de là, il est possible de bien comprendre et de mesurer les flux touristiques du territoire. Un autre exemple aussi qui est intéressant, c'est celui qui est porté par le ministère des Sports, et notamment son pôle nature, activité de pleine nature, qui travaille sur le projet Outdoor Vision, qui permet de récupérer notamment de la donnée d'applications, de randonnée, sportive. Florian nous en parlait tout à l'heure, il nous a présenté ça aussi. Exactement. Donc ça aussi, c'est une autre voie qui est en cours d'exploitation, sur lequel il y a pas mal de partenariats qui se montent, en région et ailleurs d'ailleurs. Mais c'est une autre voie aussi qui est intéressante. Donc ça ouvre le champ, on va dire, à de multiples possibilités. Donc ça, c'est le premier point, vraiment mesurer. Et après, pour agir, il y a plein de leviers. Alors moi je m'occupe de tout ce qui est communication et ingénierie au sein du CRT, donc forcément déjà dans la manière dont on promeut notre offre, il faut qu'on soit un peu plus responsable. On va peut-être sur des territoires qui connaissent des pics de fréquentation importants à certaines périodes, on va pas les mettre en avant par exemple à ces périodes on va dire de saturation forte. On va plutôt en parler, je sais pas, on parlait des calanques tout à l'heure, on va peut-être plutôt parler des calanques en hiver. Ou quand on va être sur le territoire du parc national des Calanques, on va peut-être promouvoir des choses qui sont pas forcément au bord de mer. Voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles il faut réfléchir. Donc on a une façon de promouvoir qui doit être différente. Et idem pour les campagnes de communication qu'on mène. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans une logique un peu plus d'étalement de la fréquentation, plutôt que conforter une saison qui marche déjà bien, comme l'été par exemple, sur l'ensemble de la région. Voilà, c'est des choses aussi sur lesquelles on évolue. Tu peux nous parler du programme que tu as développé justement en coopération avec Waze ? Alors le programme qu'on a mis en place avec Waze et puis avec aussi la régie CI Media, c'est un programme qui vise à utiliser les leviers publicitaires de Waze pour mettre en place un dispositif de communication additionnel pour les sites touristiques. En gros, il y a plusieurs possibilités. En fait, sur Waze, vous avez plusieurs possibilités de faire de la publicité. Vous avez les pins, c'est les pictos de géolocalisation que vous voyez quand vous passez à côté, quand vous utilisez l'application. Le deuxième qui est important, c'est le search. Voilà, c'est le lieu que vous tapez directement dans le moteur de recherche de l'application. Et puis le troisième, c'est le takeover. Le takeover, c'est de la publicité un peu intrusive qui prend à peu près, on va dire, un tiers de l'écran. Et qui, quand vous êtes en zone d'arrêt, dans une zone d'arrêt de plus de 4 secondes, provoque l'affichage d'un message. Voilà, et donc nous on utilise ces leviers publicitaires là pour aider les sites qui connaissent des pics de fréquentation, en particulier dans les espaces naturels protégés, puisqu'on travaille beaucoup avec les parcs naturels régionaux, les parcs nationaux. D'autres espaces protégés également nous ont contactés pour utiliser ces leviers, soit pour orienter les visiteurs sur des lieux de stationnement appropriés, parce que c'est souvent des sites qui sont victimes de stationnement sauvage, soit les orienter vers des alternatives à proximité. Et on utilise les leviers publicitaires de Waze pour ça, et on considère ça comme un levier d'information supplémentaire à la signalétique qui est faite sur place. Il ne faut surtout pas que ce soit un levier unique, il faut qu'il y ait des aménagements pour que ça se passe bien, pour accueillir les personnes sur place. La problématique d'aménagement, c'est presque la plus importante, j'ai envie de dire. Et cette problématique de travailler avec des acteurs majeurs comme Waze, parce que Waze, c'est 15 millions d'utilisateurs uniques en France aujourd'hui. C'est la 6e application la plus téléchargée en France, donc il faut qu'on soit en capacité de travailler avec ces gros, parce qu'ils sont très utilisés, pour faire en sorte que la gestion des flux se passe bien. Est-ce que tu peux aujourd'hui estimer des résultats par rapport à ces actions ? Est-ce que tu as vu des changements, des modifications, ou c'est encore trop tôt ?
Alors c'est difficile, sur les sites sur lesquels on a mis en place les campagnes Waze, c'est difficile de dire si Waze a été particulièrement impactant, parce que souvent Waze est un dispositif parmi d'autres qui ont été mis en place par ces sites pour mieux gérer les flux touristiques, c'est-à-dire à l'amélioration de la signalétique pour un parking donné par exemple, pour aussi augmenter la capacité d'accueil du parking. Donc c'est difficile de dire que c'est Waze en particulier qui a apporté. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que quand les messages se délivrent bien, quand on sait que derrière, voilà, il y a, par exemple, je parlais des takeovers tout à l'heure, on sait qu'il y a une zone d'arrêt avec le message qui indique précisément où la personne doit se garer est bien diffusé, on sait que ça contribue, forcément. Donc voilà, il faut se dire que c'est une somme d'actions collectives qui sont mises en place pour que les choses se passent bien, et pas Waze en particulier. Voilà, Waze est un élément parmi d'autres. Merci Julien. Merci à toi Merci François, pour l'invitation. À très bientôt. À bientôt. Bonjour Anne, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Provence Tourisme est partenaire de ces rencontres pro organisées par le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je voulais savoir, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Tout à fait. Alors bonjour, effectivement, on est ravis d'être partenaire de ce rendez-vous du CRT sur la gestion des flux touristiques. Donc je suis Anne Perron, j'ai en charge l'activité études et prospectives chez Provence Tourisme, donc qui est l'ADT, l'agence de développement touristique des Bouches-du-Rhône. Et j'ai la chance d'être là depuis très longtemps, donc d'avoir une vision sur cette question des flux touristiques depuis déjà fort longtemps. Alors pourquoi les flux touristiques sont si importants pour notre région, ici, les Bouches-du-Rhône et Provence Tourisme? Alors la question des flux touristiques, elle est vraiment importante. On est un département très attractif avec beaucoup de variétés. On a 3 identités fortes sur ce territoire qui sont Marseille, la Provence et la Camargue, avec des spécificités pour chacune d'entre elles qui sont fortes. On accueille chaque année environ 8 millions de touristes, c'est à peu près la moyenne. Et puis surtout, on est 2 millions d'habitants. Donc 2 millions d'habitants, ça veut dire aussi énormément d'excursions, de gens qui font des séjours touristiques ou bien donc des excursions, des déplacements à la journée et qui vont fréquenter aussi l'ensemble des sites. Donc on voit bien d'ores et déjà la quantité de population que ça fait sur un territoire comme le nôtre. Et puis là, on vient de présenter, donc le 8 avril dernier, Daniel Milon, président de Provence Tourisme, vient de présenter le nouveau projet touristique pour le département des Bouches-du-Rhône, donc son 6e schéma de développement, avec un projet qui va dans la ligne de ce qui se fait aujourd'hui sur le tourisme responsable, évidemment avec l'idée de conjuguer la question du tourisme qui est avec des bienfaits pour l'emploi, pour l'économie, et puis aussi il faut faire attention à la préservation de ce territoire qui est le nôtre, de son environnement et aussi de ses résidents. C'est vraiment très important. Donc on est dans ce schéma, on a 3 orientations et la première orientation, justement, c'est celle de la question de la régulation des flux. Pour faire ce schéma, on a rencontré quasiment l'ensemble des maires du département des Bouches-du-Rhône à l'occasion d'une 20aine de réunions. On a rencontré beaucoup de professionnels, on a beaucoup échangé avec eux. Et ce qu'on a pu constater, c'est que c'est vraiment la question prégnante. Et probablement qu'après ces années de Covid, où on a vu ce que c'était d'avoir des espaces vides et qui tout d'un coup se sont remplis de façon énorme, beaucoup d'élus nous ont dit, chez nous, il y a vraiment beaucoup de monde, c'est plus possible, on a des conflits d'usage entre les touristes, entre les populations, tout en reconnaissant que le tourisme, c'est du bienfait. À la fois en termes d'économie, puis à la fois en termes d'échange. Le tourisme, c'est quand même quelque chose où on rencontre des gens. C'est une relation humaine. C'est une relation humaine. Donc c'est quelque chose qui nous a manqué en plus. Et oui, c'est quelque chose qui nous a manqué. Donc c'était vraiment important pour ces gens aussi de dire, attention, il n'est pas question pour nous de dire plus de tourisme. Mais par contre, il y a des moments où on en a beaucoup. Et puis on a rencontré d'autres territoires où d'autres élus nous ont dit, nous, on a un super territoire qui n'a peut-être pas la notoriété de nos voisins, mais on a plein de choses à offrir et peut-être qu'on peut en récupérer une partie des touristes. Donc on est vraiment là-dedans avec l'idée de créer peut-être des offres sur les 4 saisons. Alors c'est des choses qu'on dit tous depuis déjà longtemps, mais il faut continuer là-dedans sur ces questions de trouver des stratégies pour aller proposer des choses nouvelles, donc d'étaler sur l'année et d'étaler dans l'espace et de mieux les répartir les uns les autres. Et pour faire tout ça, il faut les connaître. Oui. Voilà. Donc ça revient à ce que disait Florian, où l'élément de la coopération est essentiel. Ah oui.
Et comment vous animez ça alors ? Alors ce qu'on fait, c'est que, alors déjà nous on a développé un outil avec Orange qui est Fluvision Tourisme, qui nous permet de mesurer la présence des populations sur des territoires, alors sur le territoire départemental à l'origine, donc à partir des données de téléphonie mobile, ce qui nous permet d'avoir des informations sur les résidents et les touristes. Pour la faire courte, c'est à peu près ça. Et puis, l'intérêt qu'on a vu quand on a développé ce dispositif, c'était de pouvoir descendre dans les territoires, ce qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait des données à l'échelle départementale qu'on recevait une fois que l'année était terminée, 3 mois après. Avec ce nouveau dispositif, on a des informations très rapides. On les a 3-4 jours et ça va s'améliorer. 3-4 jours après la fin aujourd'hui, on les aura dans 4 jours. Et on va continuer de travailler là-dessus. Et surtout, donc, on est capable de descendre à des niveaux très infradépartementaux et donc d'aller sur les territoires pour leur dire voilà ce qu'on observe sur votre territoire. Mais ce qui était intéressant lors de la présentation, c'est que tu expliquais que même ces données, tu avais tendance à les questionner pour mieux les comprendre. Toujours. Et tu veux nous partager justement l'histoire... L'exemple du parc des Calanques, voilà. Ouais. On a travaillé sur ces données Fluvision avec le parc des Calanques il y a quelques années, et puis on continue de travailler de toute façon. Et puis quand on a reçu les données du parc, et notamment les données étrangères, on a vu que la première clientèle du parc, c'était les Philippins et les Malaisiens. Donc on s'est dit, ça va pas, cette histoire, le dispositif doit peut-être dysfonctionner. Et en fait, non, il ne dysfonctionne pas, puisqu'en fait, il capte des cartes SIM. Donc ce n'est ni du déclaratif, ni des données qui seraient malvenues. En fait, en creusant l'affaire, ce dont on s'est aperçu, c'est que les bateaux de croisière qui arrivent au port de Marseille, et on sait que Marseille est un grand port de croisière, ont des staffs à bord qui sont essentiellement des Philippins et des Malaisiens. Donc, finalement, c'était la vérité. On captait bien des gens comme ça qui rallumaient leur mobile et qui passaient au large des Calanques, mais qui ne sont pas des flux touristiques au sens qui nous intéresse d'un point de vue stratégie marketing. Donc voilà, il y a toutes ces données effectivement à questionner. C'est tout l'intérêt aussi de travailler avec les territoires dans la coopération, parce qu'on leur propose des données et on les rediscute. On échange, on voit ce qui peut être pas juste, et plus on segmente l'information et plus elle est intéressante. C'est-à-dire que sur les clientèles étrangères, ce qui est intéressant, c'est de les regarder les unes après les autres, pas globalement, y compris sur les clientèles françaises. En regardant bien les choses, on voit bien à quel point au printemps, on a des clientèles en provenance d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est vraiment eux qui viennent là de façon très forte, alors que les clientèles d'Île-de-France, il y en a toujours un petit peu, mais elles viennent surtout pendant l'été. Donc là aussi, on voit que les choses sont vraiment très différentes selon les origines géographiques, la question de la proximité, mais aussi sans doute la question de où j'habite et de quoi j'ai besoin à quel moment. D'accord. Peut-être qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, on a envie de découvrir la Provence au printemps. Peut-être qu'on est en proximité, c'est plus facile de venir tous les week-ends de printemps. Enfin, voilà, il y a des choses en tout cas à étudier, c'est très intéressant. Et après, on voit aussi, selon les territoires, des choses assez variées, évidemment. Arles, avec sa feria de Pâques, on voit bien à quel point on a des... Bon, ça, il n'y a pas besoin de Fluvision pour le savoir. Mais on est capable d'évaluer que finalement, c'est une fréquentation aussi presque plus forte que les pics du 15 août, par exemple, des choses comme ça. Après une matinée comme celle-ci, tu repars avec quoi ? Alors ce qui est intéressant, c'est tout l'échange qui a été fait sur l'ensemble des données, et puis après tous les échanges informels qu'on a avec les différents opérateurs, où on peut continuer d'avancer, continuer de travailler. On se comprend mieux, je pense, et on peut finalement se dire, ce dispositif, peut-être qu'il peut m'être utile à moi aussi, et peut-être on a échangé pas mal de cartes de visite, donc je pense que ça va donner lieu à des échanges. C'est peut-être l'opportunité de sortir du jugement. Ah oui. Et puis la possibilité, l'opportunité aussi de mieux se connaître, pour pouvoir mieux travailler ensemble, et d'apprécier ce que chacun fait, et de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des ponts de coopération entre toi, entre moi, etc. C'est exactement ça. Et nous, organisme départemental, on est là pour ça aussi. On est là pour travailler avec l'ensemble des territoires, les accompagner sur les sujets sur lesquels on a des compétences, des ressources qu'ils n'ont pas. La question de l'observation touristique, elle est plutôt traitée souvent à des niveaux départementaux, régionaux, nationaux, ce qui me paraît assez légitime. Peut-être qu'il n'y a pas assez de ressources sur les territoires, et du coup c'est intéressant aussi de pouvoir proposer un accompagnement à ces territoires. Provence Tourisme, c'est une activité commerciale d'un côté, donc on met en avant la destination. Quel type de relation il y a avec les professionnels justement pour faire évoluer les offres ? Alors on a un gros service chez Provence Tourisme depuis longtemps qui s'appelle Théma, qui est un accompagnement aux porteurs de projets.
Donc on est beaucoup là-dedans, à la fois l'accompagnement des porteurs de projets publics comme privés, et on les accompagne selon leurs demandes, justement pour faire évoluer des offres ou répondre à des questionnements qu'ils auraient, les accompagner éventuellement sur des dispositifs. Donc on a tout ce service qui est important. Donc on a un gros système d'ingénierie en gros. D'accord. Donc c'est plus ou moins, vous couvrez à 360 degrés. On essaye. En tout cas, merci beaucoup Anne. Merci à vous. Merci aussi pour ce matin et tous ces partages, c'était très enrichissant. Bravo. Je vous en prie, merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour Florian. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. On vient de vivre une présentation avec toi. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais ? Alors je suis Florian Billot, je suis consultant chez ID Tourisme. ID Tourisme, c'est un cabinet d'ingénierie touristique. On va à la fois accueillir et accompagner les acteurs privés comme les acteurs publics sur le développement, l'accompagnement de leur stratégie de développement. Et on est spécialisé, bien sûr, sur la démarche du tourisme durable. Je dis démarche du tourisme durable parce qu'on pose souvent la question Florian, c'est quoi le marché du tourisme durable ? Il y a des clients, il y a une offre. Et on ne sait pas répondre chez ID Tourisme. On dit que c'est une démarche du tourisme durable et que ce n'est pas forcément une offre. C'est surtout un processus dans le temps. C'est étape par étape, c'est petit pas par petit pas. Exactement, c'est l'application des 17 objectifs du développement durable appliqués au tourisme. Mais pour nous, c'est pas un marché, c'est une démarche. Quelles sont les conséquences, justement, là, aujourd'hui c'était le thème, les flux touristiques. À ton avis, c'est quoi les conséquences du flux touristique qui est mal géré ? Est-ce que ça existe d'ailleurs un flux touristique qui est mal géré ? C'est une bonne question. Un flux touristique qui serait mal géré, comment répondre à cette question ? C'est subi. En fait, c'est ça. C'est une externalité négative subie. Ouais, c'est ça. C'est en fait comment une destination comprend que l'utilisation de son territoire tel qu'elle l'avait pensé, c'est pas finalement ce qui se réalise. Et c'est donc déjà d'analyser, de mesurer, de comprendre ça. Et mal gérer, c'est déjà tourner le dos à ces instruments de mesure, c'est de ne pas comprendre, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est de ne pas comprendre les nouveaux usages, notamment des pratiques outdoor. Je parlais du VTT, de la randonnée, des conflits d'usage, et c'est de ne pas comprendre que oui, il existe aujourd'hui des nouvelles modalités de pratique du tourisme qui échappent souvent aux institutionnels parce que la nature a horreur du vide et qu'aujourd'hui les individus créent des solutions quand ils ne trouvent pas forcément tout de suite la solution au pied de leur porte, j'ai envie de dire. Et voilà, une mauvaise gestion des flux touristiques, c'est de ne pas comprendre les nouveaux usages, en fait. Voilà. Et comment justement on avance vers une démarche à vouloir comprendre les usages pour pouvoir agir de façon cohérente et en respect justement avec le territoire dans lequel on évolue? Pour moi, c'est véritablement l'enjeu de discuter avec l'ensemble de ces parties prenantes au sein d'un territoire pour déjà créer une grille de lecture commune et envie de mesurer quelque chose qui soit intelligible par le plus grand nombre. Et c'est donc entamer un dialogue avec les habitants, avec les voyageurs, avec les pratiquants de sport dont je disais tout à l'heure, pour qu'il y ait ces formes de coopération au niveau local qui puissent naître et que derrière on ait envie de se poser le problème, de l'analyser, de se dire est-ce que sur tel ou tel endroit, est-ce qu'on souffre des pics de fréquentation, est-ce qu'il manque des structures d'accueil touristique, d'accueil de pratique, pour que derrière il y ait, avec ces outils d'aide à la décision, des nouvelles stratégies qui puissent se créer. Donc la première étape serait vraiment de rassembler l'ensemble des parties prenantes autour d'une table et de comprendre un peu quelle est leur situation, leurs problématiques, etc. pour pouvoir avancer. Quelles sont les autres étapes après ça ? Après ça, c'est de traiter les données. On parlait tout à l'heure de tout ce qui est big data, intelligence artificielle et la prépondérance aujourd'hui des données
avec l'utilisation de nos smartphones qui est de plus en plus accrue. Donc la deuxième étape, c'est traiter cette donnée, savoir l'analyser, et ça c'est complexe. Néanmoins, il y a des super dispositifs qui existent aujourd'hui et qui permettent de modéliser justement, et tout ce qui est approche du design thinking est hyper intéressant pour vulgariser ces approches statistiques et les faire comprendre à l'ensemble des parties prenantes. Et en fait, c'est de ne pas oublier de livrer ces statistiques et ces analyses. Et donc, c'est de nouveau aller ressolliciter ces parties prenantes pour se dire, voilà, on s'est mis d'accord sur une grille de lecture, aujourd'hui, ça donne ça. Aujourd'hui, voici les pratiques de notre territoire, voici les flux qui existent au sein de notre territoire et vers notre territoire, comment on va ensemble travailler des stratégies de construction qui mèneraient vers des destinations plus résilientes, une consommation des espaces naturels sensibles qui soit mieux mesurée, mieux structurée pour le respect de la biodiversité, pour le respect de la population locale aussi. Et c'est donc se mettre d'accord, assumer. Et là on parle évidemment de gouvernance, c'est assumer politiquement, c'est assumer économiquement aussi, de structurer au sein de son territoire différemment le tourisme. Alors, si on arrive à développer un processus comme celui-ci, quelles sont les opportunités justement de transformation et l'aspect positif justement de cette transformation ? Seul on va plus vite, oui. Mais à plusieurs on va plus loin. Et voilà. J'ai déjà entendu parler. Ouais, c'est vrai. Donc évidemment c'est pas de moi, mais c'est en fait l'idée qu'il n'y a pas un plan pour tout. Il n'y a pas une solution qui soit valable pour l'ensemble des territoires. On est ici aujourd'hui dans la région sud, sur une région qui gère énormément d'espaces naturels sensibles et qui doit composer aussi avec une fréquentation importante de ces espaces naturels sensibles. C'est pas le cas partout en France, c'est pas le cas partout. Donc il y a des territoires qui possèdent des aménités naturelles touristiques qui déclenchent des flux touristiques. Il y a aussi d'autres territoires qui, de prime abord, n'ont pas véritablement d'intérêt, si ce n'est d'autres dispositifs qui peuvent naître avec ces questions de la coopération. Et on parle évidemment là d'innovation créative, de collaboration qui peuvent être créatives et qui permettent de dire, ce territoire, finalement, il y a peut-être du patrimoine, mais qui est classique, voilà. Mais par contre, on a oublié, là, sur ce territoire-là, il y a une richesse au niveau des habitants, il y a une richesse, il y a une créativité, il y a une démarche hyper différenciante par rapport à d'autres territoires où on se sent bien, où on se sent accueilli. Et on va essayer de creuser ça, on va essayer de creuser ces éléments-là en disant, mais oui, il y a une chaleur humaine et on oublie parfois le déclencheur ou l'étape de dire, on s'est arrêté parce que c'était au milieu de mon voyage. Et on va redécouvrir ce territoire peut-être à l'aube de la rencontre qu'on peut avoir. Et on parle beaucoup dans le tourisme cette notion d'expérientiel, il faut être dans l'expérientiel. Moi je crois beaucoup à la dimension humaine du tourisme et à la dimension de la rencontre avec l'autre, dans toutes ces différences et dans toute cette richesse. Et je pense véritablement qu'il y a des territoires qui pourraient réfléchir à cette question de transmission de la culture des habitants pour vraiment avoir déjà une espèce différenciant et donc l'attractivité, mais aussi de travailler ces questions d'être passeur de son territoire, quoi. Est-ce que tu as des pépites à nous partager à travers ton expérience? Je sais que tu bouges beaucoup en France, etc. Et je me posais la question, est-ce qu'il y a des pépites justement qui sortent un peu de l'ordinaire, du lot, et qui disent tiens, ça vraiment ça m'a... Alors, ça demande un moment d'introspection, un peu sur ce qu'on peut vivre. Mais moi, je crois beaucoup en l'itinérance déjà. En l'itinérance sur les modalités douces. On réapprend à voyager, on réapprend un autre rythme qui permet vraiment de rencontrer l'autre. Une des pépites que j'ai pu vivre, c'est sur le GR20 en Corse.
On fait le GR20 et puis on voit que finalement, sur certaines étapes, on rencontre un peu les mêmes personnes. Et petit à petit, on rencontre aussi les mêmes difficultés, parfois sur les hauts dénivelés, sur les dangers. Et il y a ces formes de solidarité qui commencent à naître entre nous. Et finalement, on devient proche et finalement on devient amis. Et le temps d'un voyage, on va partager du temps ensemble. Et pour moi, ça c'est des pépites. Je me rappelle d'une destination proche de la France en Allemagne, lac de Constance. On est venu chercher les bords du Danube et on est venu comme ça en famille faire quelques jours d'itinérance en vélo. Et puis petit à petit, c'est pareil, l'itinérance fait qu'il y a des proximités qui se réalisent. Et on a rencontré un Suisse allemand génial, Ruf, que je garde en mémoire et avec qui on a beaucoup partagé justement sur la culture européenne, sur ce côté un peu auberge espagnol, cher à nos réalisateurs de cinéma. Et véritablement, c'est cette notion de rencontre, moi, qui me vient à l'esprit. Les meilleurs souvenirs que j'ai de voyage, c'est les rencontres que j'ai faites. Ça, c'est sûr. Donc c'est vraiment de remettre l'humain, de se reconnecter à l'humain, se reconnecter à soi. Exactement. Se déconnecter un peu du temps superficiel et puis retourner à l'essentiel. Exactement. Alors, ce genre de démarche, est-ce que c'est juste une démarche qui peut s'adresser à une destination ou est-ce que ça peut s'adresser par exemple à un tout petit territoire comment ça marche et comment on se fait accompagner? Parce qu'évidemment, il doit y avoir des méthodos. C'est aussi important d'avoir un œil extérieur, quelqu'un qui va justement nous recentrer sur l'essentiel, etc. Et puis il n'y a pas d'émotion. Effectivement, parfois quand on est auto-centré sur son territoire, on n'en voit plus trop les richesses et il faut souvent faire ce pas de côté. L'ingénierie touristique et l'accompagnement des cabinets d'ingénierie touristique, ils sont là pour ça, pour faire ce pas de côté et finalement prendre du recul sur ces destinations, forcer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes qu'on a parfois un peu oublié parce que il y a une histoire, parce qu'il y a une certaine structuration, parce qu'il y a une réglementation aussi qui évolue. On voit beaucoup des impacts parfois positifs, parfois négatifs de la loi NOTRe de 2015 sur le retissage des liens institutionnels. L'ingénierie touristique des cabinets est faite pour ça en fait. C'est être un passeur, refaire du dialogue social, de la coordination en fait, pour avoir un nouvel éclairage sur l'intérêt d'un territoire, sur les possibilités. Et c'est décentrer justement, nous on est quand même assez friands de toutes les initiatives citoyennes autour des tiers-lieux. Et comment un tiers-lieu peut devenir un lieu d'attrait touristique aussi. C'est hyper intéressant. On accompagne nous des micro-territoires qui ont un peu oublié leur histoire et ont tourné le dos à leur patrimoine. Avec ces dispositifs de dialogue social, de dialogue citoyen, de valorisation justement de ces initiatives, c'est de participer à l'émanation de ces nouveaux tiers-lieux. À la fois, c'est une fabrique du territoire, c'est faire société ensemble, mais aussi pour donner à comprendre. Et pourquoi les offices de tourisme n'interviendraient pas dans ces tiers-lieux? Pourquoi ils ne seraient pas inclus à un moment donné dans ces tiers-lieux? C'est vraiment, nous, des réflexions qu'on a. Des offices de tourisme en station qui sont aussi des maisons des saisonniers. Comment l'office de tourisme devient aussi un service à sa population. On parle souvent de difficultés du service public à exister sur des territoires reculés. Pourquoi un des enjeux, une des missions futures, c'est l'office du tourisme au cœur de son territoire aussi comme animateur de son territoire. Ça fait la deuxième rencontre que tu fais, tu en as une autre demain. Oui. Tu repars avec quoi de ces échanges? Du vif intérêt et du niveau
d'assiduité au sein de ces rencontres. J'ai pas beaucoup vu de gens sur leur téléphone portable, ce qui veut dire que la gestion des flux, ça parle aux gens, ça parle directement sur ce qu'ils vivent au quotidien, parfois en tant qu'habitant, parfois en tant qu'exploitant et animateur de son territoire. Donc il y a un vrai degré d'adhésion sur ces questions de la gestion des flux et comment on gère les flux demain. Et puis je pense que la journée d'hier n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui et celle de demain ce sera exactement pareil. Parce que, encore une fois, la gestion des flux, il n'y a pas de plan pour tout. On n'a pas prévu. C'est pas du copier-coller. C'est pas du copier-coller. Et hier, on était en territoire de montagne. Et il y a des problématiques sur la mobilité qui ont été soulevées par l'Assemblée. Et en quoi le tourisme doit être un acteur plus prégnant dans les schémas de cohérence et de mobilité sur les territoires. Comment on prend mieux en compte cette dimension touristique au sein des territoires. Et aujourd'hui, c'était différent. C'était sur l'importance et la prégnance de l'analyse des données et comment on crée des systèmes d'analyse des données pour mieux structurer son territoire. Parce qu'on voit que dans les Hautes-Alpes, on est moins sur des pics de fréquentation extrêmes, mais plutôt sur une meilleure diversification et des meilleurs équilibres. Et par contre, sur un territoire comme aujourd'hui, nous sommes à Aix-en-Provence, et sur le territoire peut-être périurbain, on est plus effectivement sur comment gérer ces flux, mais de manière plus soutenable pour l'ensemble des parties prenantes. Donc tu repars avec la banane ? Avec la banane, avec l'envie de continuer à accompagner les destinations, les acteurs touristiques sur ces questions de durabilité, ça c'est clair. Merci Florian. Merci. Et bonne continuation. À bientôt. Voilà, c'est la fin de notre voyage du jour. J'espère que vous avez vraiment passé un agréable moment en notre compagnie et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action. Surtout n'oubliez pas, le tourisme de demain, c'est maintenant qu'on le construit et ensemble. C'est un tourisme qui est guidé par le sens, l'expérience et en lien avec nos territoires pour assurer la pérennité de nos métiers et de nos activités. C'est essentiel. Si vous avez vraiment aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 belles étoiles sur Apple ou la plateforme podcast préférée que vous utilisez. Et puis, surtout, et ça c'est le plus important, n'hésitez pas à partager dans votre réseau. Essaimer la connaissance, essaimer le partage d'expérience. C'est essentiel pour chacun d'entre nous d'avoir accès à cette information. Et puis, si vous voulez continuer l'aventure avec nous, le voyage avec nous, eh bien, je vous invite à vous abonner pour suivre tous les épisodes gratuitement et être informé dès qu'ils sont publiés. Voilà. Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.